Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus nous voir. Merci Caroline pour m'avoir invité ici et m'avoir donné l'occasion de partager un peu ma passion et ces destinations qui me tiennent à cœur. Je reviens à peine, je suis rentré dans la nuit là, de Norvège, donc rien à voir. Je vais essayer de ne pas tout mélanger, de ne pas trop vous parler de fjords et d'autres majestueux paysages du Grand Nord. Je vais vous parler d'Asie. Voyage intitulé Les perles de l'Asie du Sud-Est. Voici en gros le tracé de ce voyage. Vous donc commencerez à Singapour pour ensuite faire le golfe de Thaïlande, vous arrêtez à Koh Samui, le petit coin de paradis, découvrir la capitale thaïlandaise. Vous remonterez ensuite vers Saigon, Ho Chi Minh. Et c'est ensuite tout un autre Vietnam que vous découvrirez avec notamment Nha Trang, Hue, Hanoï, pour ensuite terminer par ma ville préférée d'Asie, Hong Kong. Alors, vous commencerez donc par Singapour, la cosmopolite. Vous rentrerez dans ce magnifique, dans ce voyage par le miracle, qui est cette ville de Singapour, très unique, non pas que par son aspect cosmopolite, mais tout simplement par le glorieux destin qu'elle a eu ces quelques dernières décennies. Véritablement, cette ville qui était vouée à l'échec le plus cuisant est devenue véritable Suisse d'Asie du Sud-Est, une des villes les plus riches du monde. Vous allez donc, en arrivant, découvrir notamment les aspects pluriethniques de cette ville. Vous allez avoir dans le quartier arabe ici, mais aussi, vous découvrirez aussi Little India, avec ses odeurs et sa musique. C'est toujours la musique extrêmement forte à Little India, cette musique de Bollywood très prenante. Et vous irez aussi ensuite à Chinatown, avec son énergie propre, découvrir la relique de la dent de Bouddha notamment, mais aussi tous ces magasins, ces échoppes, ces joueurs de dames chinoises notamment, et des deux d'ailleurs, et cette vie, et tout en mangeant des dim sum, vous savez, ces petites bouchées vapeur que j'affectionne tout particulièrement. Je suis toujours ravi de venir manger des dim sum à Singapour. Donc ça sera le premier arrêt. Bien évidemment, vous irez voir la marina avec le merlion, c'est cette créature qui représente maintenant Singapour, l'emblème de la ville, cette sirène à tête de lion qui crache de l'eau dans la marina en face du grand hôtel et de la grande esplanade de laquelle on peut contempler la magnifique ville de Singapour. Voilà, alors Singapour, Garden by the Bay, cette vision que vous pourrez avoir depuis la marina, vous savez, ces grands arbres d'une 50aine de mètres de haut, avec cette armature qui permet d'arpenter ces arbres, ces différentes plateformes. Un monde particulier, celui de Singapour, avec une végétation extrêmement luxuriante qui a complètement été intégrée à la ville, avec un franc succès, je dois dire. On respire très bien. Alors, c'est quand même une ville assez tropicale d'une certaine façon, mais donc l'air est dense, mais on a quand même cette nature qui est présente, qui est valorisée et qui est appréciée notamment par tous les habitants de cette ville. Alors la marina, dont je vous ai parlé, Marina Bay Sands, cet hôtel avec cette grande esplanade, et le merlion, ce symbole qu'on pourrait croire qui remonte à la nuit des temps, mais en fait il a été dessiné en 1997, il est assez récent, mais c'est l'emblème. Vous pouvez le retrouver un peu décliné dans les porte-clés un peu partout, etc. Il apparaît beaucoup dans les films maintenant. C'est devenu une marque assez forte de Singapour, ce merlion, qui est une drôle de créature quand même. Alors voilà, je voulais mettre aussi à l'honneur Lee Kuan Yew, qui est donc le père fondateur de cette ville de Singapour. Il faut se remettre dans le contexte complètement fou de la naissance de cette cité. Cette cité née dans les années 60 avec cet homme qui apparaît à la télévision en larmes pour déclarer à contre-cœur, parce que lui qui s'était tant battu, que dire que Singapour malheureusement ne fera pas partie de l'Union malaise et devra
devra naviguer seul dans ce monde difficile qui est notre monde du second moitié du XXe siècle. L'Union de la Malaisie ayant rejeté Singapour, pas assez trop cosmopolite, trop pauvre, trop de minorités chinoises, pas assez d'ethnie malaise. Et donc un pays qui va devoir faire cavalier seul, malgré le rêve qui était le rêve de cet homme. Il n'a pas baissé les bras pour autant et a décidé de créer avec un modèle qui n'existait pas, hein, une ville qui aujourd'hui est devenue un véritable modèle à bien des égards. On connaît cependant le revers de la médaille, un revers de la médaille en termes de liberté politique notamment et de liberté d'expression. Donc c'est une thématique qui est très intéressante, je trouve, comme la thématique de Hong Kong. Je n'apporterai pas les premières esquisses tout de suite, mais qui s'offre à vous lors de cette croisière. Vous avez des conférenciers qui vous pourront aussi vous parler un peu plus en détail de l'aspect contemporain des questions qui sont posées par ces grandes villes que vous allez traverser. Singapour en faisant partie, et c'est aussi ça aussi une des richesses. Ça apporte un éclairage sur notre monde actuel différent, et je trouve qui permet de mieux penser en fait. Je trouve que c'est aussi une des forces de ce voyage. Ensuite, vous allez quitter Singapour et vous allez vous rendre à Koh Samui. Alors, qui est déjà allé à Koh Samui ici? Voilà, alors ça c'est pas le moment le plus difficile de la croisière. Hein. Vous allez voir hein, ces grandes étendues de sable blanc, cette eau cristalline, cette végétation luxuriante qui borde ces plages. Est un moment vraiment génial. Hein. N'oubliez pas votre maillot de bain, bien sûr. Et outre le fait de profiter de ce petit coin de paradis, vous allez aussi avoir la chance de découvrir le patrimoine de cette île et de découvrir un patrimoine, ma foi, assez riche. Hein. C'est-à-dire qu'on est encore techniquement dans une sphère d'influence plutôt petit véhicule, un peu à la cambodgienne, etc. Mais en Thaïlande, vous avez, de par la proximité géographique et une histoire aussi singulière, une volonté de s'inspirer un peu plus notamment d'un point de vue esthétique, hein, plutôt d'ailleurs même principalement d'un point de vue esthétique, de la culture chinoise. Et donc vous avez aussi ce syncrétisme culturel hein, entre monde chinois et monde indien, qui fait partie de l'Asie du Sud-Est bien sûr, mais qui a des formes très particulières ici, très agréables, et notamment à Koh Samui, dans le sud de la Thaïlande, vous avez quand même une importante minorité, une diaspora chinoise, qui a joué un rôle dans ce phénomène aussi. Mais vous avez un monde très, très intéressant et très particulier qui s'offre à vous. Vous vous rendrez ensuite à Bangkok. Bangkok, c'est la première ville asiatique que j'ai... c'est pas exactement vrai, parce que je m'étais rendu à Hong Kong quand j'étais tout petit. Mais en tout cas, c'est la première ville d'Asie du Sud-Est que j'ai eu la chance de découvrir. C'est un souvenir inoubliable. Bangkok a une réputation un peu sulfureuse, mais c'est bien plus que ça. Hein. Tout d'abord, c'est un peuple, hein, les Thaïlandais qui sont d'une gentillesse incroyable. Et c'est ça qui est assez fort d'ailleurs, c'est que malgré la folie de cette ville, vous avez des... On s'y connaît, nous Parisiens, qui parfois nous sommes accusés de perdre un peu le sourire dans le métro, etc. Ici, vous avez un peuple qui garde quand même un côté très accessible, très chaleureux, assez calme, qui est vraiment extrêmement louable. Donc c'est humainement très plaisant d'être à Bangkok. Et vous avez des choses merveilleuses à voir un peu partout dans la ville. Vous allez passer 2 journées à Bangkok. Dans une première journée, vous allez aller voir le palais royal, qui est un vestige, tout comme le palais royal de Phnom Penh, qui a la même histoire institutionnelle, on pourrait dire, qui est un vestige de la puissance des brahmanes hindous. Donc vous avez un peu le même patrimoine culturel qui s'est préservé, les mêmes
les mêmes rites, les mêmes côtés un peu ésotériques et aussi magiques, hein, qui font partie des textes védiques indiens, qui sont préservés dans cette institution qui s'exprime de façon beaucoup plus forte en Thaïlande, qui est le roi de la personne du roi, la personne royale en Thaïlande, qui est quelqu'un d'extrêmement important. Je laisserai le soin à vos conférenciers de vous en parler un peu plus. Rarement les guides ne se frottent à cette question. Hein. On sait que y a une chape de plomb qui recouvre un peu ces problématiques en Thaïlande. Mais à bord, vous avez l'occasion aussi de découvrir un peu plus ces histoires hein, particulières et ces réalités que sont celles notamment du roi thaïlandais. C'est dans cette première journée, donc le palais royal, différents temples, et la deuxième journée, quant à elle, sera consacrée au vieux Bangkok, notamment à travers les klong, hein, donc ces canaux que vous allez pouvoir sillonner sur des petites embarcations pour vous rendre au Wat Arun, qui est un temple merveilleux. Et aussi, je vous parlais de la finesse de Bante Asray, il y a quelque chose, déjà un esthétique très particulier dans ce temple qu'on retrouve un peu nulle part, alors que certaines formes esthétiques ont été copiées un peu dans toute la région. Là, le Wat Arun, là de nuit, c'est très beau, est un temple merveilleux, mais vous avez aussi une finesse dans les détails, un apport de certains motifs chinois, beaucoup d'utilisation de porcelaine qui rendent ce temple vraiment sublimissime. Moi, j'ai été ébloui la première fois que je l'ai vu, et ça marche à tous les coups. Saigon, la cosmopolite. Je vous ai tout dit déjà. On a fait le tour. Voilà. Bon, vous allez à la chance donc, de découvrir le Vietnam. Vous passez aussi par Saigon. C'est le moment où vous, après avoir fini le littoral thaïlandais, vous allez découvrir le littoral vietnamien. Et c'est un tout autre Vietnam qui s'offre à vous. Donc même si vous commencez par le cœur économique et la fin du delta du Mékong, vous allez découvrir cette région, certes, mais vous allez aussi découvrir 50 nuances de Vietnam en remontant le Vietnam. Vous allez aller bien sûr jusqu'au nord, qui est totalement différent du sud. Hein. Les Vietnamiens vous le diront mieux que moi. Et sur le chemin séparant Saigon de Hanoï, vous allez aussi découvrir d'autres Vietnams qui n'ont strictement rien à voir, qui sont aussi des lieux très intéressants et qui gagnent à être découverts. Tout d'abord, Nha Trang, ça sera votre prochain arrêt. Nha Trang, c'est une grande station balnéaire qui visuellement vous ferait penser un peu à un Miami asiatique, avec ces grands gratte-ciels qui viennent cisailler le ciel bleu, ces grandes plages de sable blanc, ces surfeurs, etc. Donc là, on est vraiment sur la plage moderne qu'on s'imagine retrouver sur la côte est ou la côte ouest d'ailleurs des États-Unis. Mais au-delà de ça, vous avez aussi une présence, au-delà de ce lieu de vie, vous avez une présence d'une civilisation très ancienne et clé pour appréhender les phénomènes historiques ici, les phénomènes de civilisation. C'est de sublimes vestiges du royaume de Champa. Le royaume de Champa, c'est un des grandes civilisations hindoues. Comme le royaume Khmer en était, le Champa était aussi un grand royaume hindou qui existait donc sur la région qui correspond à peu près au centre du Vietnam actuel, centre-sud, et qui était une force redoutable au début du millénaire précédent. D'ailleurs, les rares bas-reliefs historiques que vous pouvez trouver à Angkor vont vous narrer les grandes batailles entre le royaume Khmer et le royaume de Champa sur des centaines de mètres de fresques. C'est vraiment fabuleux. Et donc, vous avez cette force, ce royaume qui a été totalement englouti à partir du XIVe et notamment au XVe siècle par la descente vers le sud du Dai Viet, de l'empire vietnamien, et qui a été donc absorbé dans le Vietnam moderne. On n'a plus d'empire Cham, on a une minorité de Cham qui s'est convertie à la religion musulmane, mais qui représente une infime partie de la population
de la région, hein, aussi bien cambodgienne que vietnamienne, qui habitent un peu dans les montagnes, mais cette grande force civilisationnelle qui a disparu. Mais on trouve les vestiges notamment à Nha Trang. Donc vraiment une escale aussi très riche avec cette magnifique plage, un moment très agréable à passer, hein, voilà, un peu de farniente, mais aussi des bâtiments. Pogacar, ça date du voilà, ce que vous voyez, les bâtiments, c'est du Xe siècle de notre ère et c'est fabuleux. Ensuite, vous allez remonter encore le long du Vietnam et avant même d'arriver à Hanoï, où vous allez découvrir un véritable joyau du monde vietnamien. Ça, je ne peux. Pour moi, ouais, je pense que c'est la plus belle c'est le plus beau des arrêts au Vietnam. Alors franchement, c'est d'une subjectivité la plus totale. Hein. Ne me pensez pas que c'est le plus beau, parce que chacun, vraiment, ils sont tellement différents les uns les autres. Enfin, tous les arrêts au Vietnam sont si différents qu'il est difficile même de les comparer. Mais là, effectivement, on arrive dans une période complètement différente. On est passé du XXe siècle, enfin même du XXIe siècle de Saigon, ensuite au Xe siècle, quasiment khmer, encore rien. Et là, on arrive à une ville qui a un complexe d'une cité impériale qui a été créée au début du XIXe siècle, selon les modèles de la grande cité interdite de Pékin. C'est l'apogée d'une dynastie, la dynastie des Nguyen, vietnamienne, qui va essayer de s'imposer comme étant une force, comme la force dans un moment où le Vietnam est quand même grandement divisé. Hein. Le Vietnam qu'on connaît aujourd'hui, c'est un petit moment de l'histoire du Vietnam. Les Nguyen vont donc bâtir cette grande cité selon les modèles confucéens, le modèle chinois, et qui va être une des grandes splendeurs vietnamiennes. Vous pouvez l'arpenter, c'est un très très grand complexe avec différents palais, différentes allées. Vous avez différentes influences aussi que vous allez découvrir. Un des grands palais que vous trouvez au centre de l'enceinte est un palais qui est grandement influencé par notamment l'art austro-hongrois. Parce qu'au XIXe siècle, même plutôt au XXe siècle, qui a été conçu au XXe siècle, les échanges entre les voyages des empereurs Nguyen en Europe ont ramené une certaine forme de métissage artistique. Et vous allez voir, tout ça constitue cet ensemble impérial assez fascinant et encore très très beau. L'ensemble de la ville d'ailleurs de Hue, même au-delà de ça, vous avez de très belles pagodes, des mausolées, etc. C'est un très très bel endroit qui gagne à être reconnu. Ensuite, vous remonterez encore le long de la côte vietnamienne et c'est à ce moment-là que vous arriverez en fait, d'un point de vue chronologique, commençons par le début, vous arrivez à la baie d'Along. Alors la baie d'Along, vous voyez tous de quoi il s'agit. C'est une des classée au patrimoine naturel de l'UNESCO, une des 7 merveilles naturelles du monde. Hein. Along, c'est ces milliers d'îlots karstiques qui dessinent la baie du Nord-Vietnam. C'est un véritable bijou, hein, ça laisse personne indifférent. Hein, si vous avez eu la chance d'y aller, on a tous des souvenirs émus. C'est vrai qu'à chaque fois que je termine une croisière, un voyage, un contrat à Along, je me dis quand même que je suis vraiment extrêmement chanceux dans mon métier parce qu'on est vraiment dans un endroit totalement fabuleux. Et donc vous avez à la baie d'Along ce paysage qu'il faut avoir vu. Enfin, après, c'est comme ça, mais si vous avez l'occasion de le voir, surtout profitez-en, hein, ne ratez pas ça. C'est fabuleux. Donc votre navire va arriver par une navigation sur les infrastructures portuaires de la baie d'Along, mais vous allez avoir le droit à une navigation, ma foi toute particulière, assez onirique dans ce paysage d'une beauté incomparable. Lorsque vous arriverez pendant cette croisière, c'est un des choix à faire d'ailleurs, c'est que soit vous décidez de rester pendant 2 jours à Along et de profiter de continuer
l'expérience de la baie d'Along, soit vous pouvez opter pour prendre un bus et qui vous amènera à Hanoï. C'est un choix que vous devez faire. Le tracé de navigation nous vous offre la possibilité de faire soit l'un, soit l'autre. Hanoï, alors j'ai choisi Hanoï la puissante, qui n'est pas l'appellation la plus belle, mais qui est à mon avis assez vraie. C'est-à-dire que lorsque vous avez fait Ho Chi Minh, vous vous rendez compte que Hanoï est un autre univers. C'est une autre ville, ça n'a rien à voir, la mentalité est complètement différente. D'ailleurs, on pourrait trouver un parallèle, je trouve fonctionne plutôt assez bien, entre les grandes puissances territoriales continentales, disons européennes, et les puissances anglo-saxonnes. Ho Chi Minh est très porté sur le commerce, très porté sur l'autre, dans le voyage, dans l'échange, etc. Alors qu'ici, on a une pensée éminemment politique, une pensée éminemment plus sur une civilisation voilà, plus sur un groupe social, on n'a pas cette notion d'échange, on a très fort dans notre identité, assez imposante d'ailleurs, assez impérialiste on pourrait dire. Hein. C'est d'ailleurs un des problèmes de ce pays, hein, qui reste très concentré dans son pouvoir à Hanoï, enfin un des défis en tout cas, pas de problème. Mais vous allez découvrir une ville qui n'a rien à voir. De par son histoire et de par aussi sa mentalité. Vous découvrirez le temple de la littérature, hein, qui est aussi un endroit en termes de patrimoine qui est extrêmement important, un des plus grands temples confucéens que vous puissiez voir maintenant sur Terre. Hein. La révolution culturelle chinoise a fait quand même beaucoup de mal au patrimoine confucéen en Chine. Et vous allez découvrir le mausolée de Ho Chi Minh, qui est quand même un personnage, le père de la nation, qui est présent partout, hein, notamment très utilisé par le parti politique au pouvoir au Vietnam. Vous allez découvrir aussi certains aspects de la culture, comme le café à l'œuf, comme la calligraphie, et vous logerez une nuit à Hanoï. Donc vous passerez une nuit supplémentaire à Hanoï, pendant que le reste des passagers lui fera une navigation supplémentaire à la baie d'Along et proposera une visite de l'arrière-pays du Nord, notamment d'un village du Nord du Vietnam et de ses traditions. Donc là, vous avez un choix assez rare à faire sur un itinéraire, mais vous avez un choix à réaliser lors de cette croisière. Vous terminerez ce séjour par une ville qui est... je l'ai déjà dit, hein, qui pour moi est certainement la ville qui m'a le plus procuré d'émotions en termes de ville, hein, parce que vous avez entre la baie d'Along, les grands moments de nature fascinantes, les grands moments d'histoire, de civilisation comme Angkor ou comme Pogacar, etc. Vous avez énormément d'émotions différentes, mais en termes de ville moderne, il y a quelque chose de magique à Hong Kong, peut-être particulièrement pour nous, aussi français, avec qui on a très bien reçu la culture hongkongaise. Il y a eu beaucoup de films, on a une culture assez occidentale, hein, aussi occidentalisée à Hong Kong, qui fait partie plutôt des années 90, etc. Donc un aspect assez new-yorkais, assez noir. Hein. Il y a quelque chose de fascinant qui me fait un peu penser à ce futur dystopique qu'on peut trouver un peu dans Blade Runner, etc., à cette vie, mais en même temps avec cette vie asiatique très dense, ces vieux bâtiments aussi, ces bâtiments modernes, mais qui commencent un peu à vieillir maintenant, et à cette énergie. Vous verrez, vous passerez de grands moments aussi. Moi, je dois dire que la journée qu'on passe à Hong Kong est une journée franchement, c'est une journée extraordinaire. Vous allez aller à Victoria Peak, donc je ne sais pas qui a eu la chance d'aller à Hong Kong, mais vous prendrez un téléphérique pour aller prendre de la hauteur et observer la baie de Hong Kong, qui est véritablement splendide. Vous allez avoir la chance aussi de prendre un sampan pour faire une petite navigation dans cette même baie. Navigation que vous allez faire de nuit ensuite pour vous rendre au restaurant. Et là, avec toute
toute la skyline, comme on appelle ça dans les grandes villes, à gratte-ciel, illuminées, etc. Avec ces pubs. En une seule journée, vous faites des choses magnifiques, notamment en vous rendant à Aberdeen et dans ces petites rues commerçantes. C'est vraiment un très beau moment de voyage, notamment une petite incursion dans le monde de la nuit de Hong Kong le soir après le dîner, qui est, ma foi, bien plaisante. Là, encore une fois, hein, le Kowloon Hotel, qui est franchement un hôtel splendide, qui donne avec toutes les chambres de tous mes passagers, hein, avec une énorme baie vitrée donnant sur la baie de Hong Kong, avec des infrastructures vraiment merveilleuses et une localisation aussi très pratique si vous voulez visiter par vous-même le soir et découvrir un peu plus de la ville. C'est un des plus beaux, franchement, c'est les deux, Saigon et Hong Kong, c'est vraiment deux des plus beaux hôtels qui m'a été donné de voir dans ma carrière. Je suis très content qu'on le garde. Je vais vous parler un peu du bateau, quand même. C'est pas tout, mais ça sera un compagnon important. Vous allez dans le premier, je vous ai parlé un peu du Bassac Pando, qui est un petit bateau de croisière fluviale. Là, on est dans totalement un autre univers. Vous voyagerez pour faire cette grande croisière à bord du Celebrity Solstice, hein, qui est un grand bateau américain qui vous offre un confort que, évidemment, ne peut pas vous offrir les plus petits bateaux, avec notamment une grande production en termes de spectacles qui sont qui sont vraiment les spectacles de Celebrity, c'est assez extraordinaire. En termes de gastronomie, différents restaurants, une gastronomie changeante, etc. Vraiment fabuleux. Et c'est donc un bateau qui plaît, je dois dire, beaucoup à nos passagers. Hein. Souvent, on a des passagers qui reviennent nous voir. Je connais assez mal le monde des gros bateaux. En toute honnêteté, j'en ai fait que quelques-uns. Moi, j'ai commencé plutôt sur des petits bateaux. Et je suis agréablement surpris de voir la cote de popularité qu'ont ces bateaux. Parce que c'est vrai que même si ils ont un peu mauvaise presse quand vous voyagez avec, c'est très agréable en fait. En termes de confort, on n'est pas du tout les uns sur les autres. C'est très reposant et ça permet en fait aussi de se régénérer beaucoup entre les escales. Alors vous avez aussi le grand salon. Il y a une particularité aussi, c'est dans les étages supérieurs, vous avez un grand arbre au milieu suspendu qui est assez beau. Alors dur de trouver une photo en largeur de ce phénomène, mais c'est quand même assez plaisant. Des chambres, des très beaux restaurants, très agréables. J'aimerais aussi vous parler de ces deux, terminer là-dessus, parce que c'est aussi des conférenciers, notre offre de voyage. Vous avez, lors des 2 prochains départs, sur le premier, donc le départ de janvier, vous avez 2 conférenciers, Pascal Bruckner, que vous devez mieux connaître que moi, j'imagine, presque, tellement il a été quelqu'un qui a été important, et c'était un personnage public qui a donné qui a vraiment un personnage public qui a apporté de ses analyses les grands débats de ces dernières décennies, donc qui écrit encore de nombreux livres et de nombreux romans, mais aussi des essais politiques, et qui a une analyse connue et reconnue dans le PAF en France, mais pas que. C'est-à-dire que c'est un penseur français moderne que vous connaissez, dont vous avez déjà entendu parler, et dont vous connaissez très certainement certaines théories. Moi, j'aimerais plutôt vous parler d'un que vous connaissez très certainement moins, qui s'appelle Barthélemy Courmont, qui est un chercheur de l'IRIS, qui est extrêmement sympathique, mais sa sympathie n'est rien face à son expertise. C'est un grand chercheur en géopolitique, donc il travaille beaucoup avec Pascal Boniface à l'IRIS, que vous connaissez peut-être plus. Et il a une façon de clarifier tous les grands sujets, d'exposer
les grandes thématiques avec énormément de simplicité, avec énormément de gentillesse, mais en même temps en laissant rien de côté. Franchement, je suis parti avec lui là, au Japon il y a quelques mois. C'était vraiment un partenaire de voyage extraordinaire. Il a toujours des résultats vraiment insolents, on va dire. Et j'espère vraiment que ses travaux, son contenu, cette tâche de conférencier qui prend très à cœur, tout ça vous permettra de profiter pleinement de cette belle destination. Ensuite, j'avais deux autres conférenciers qui me feront le plaisir de se joindre au voyage. C'est donc un voyage Paris Match, donc vous allez avoir un journaliste de Paris Match, Philippe Legrand, avec qui j'ai déjà eu la chance de voyager, qui donne de très belles informations, avec bien sûr de très belles images, hein, c'est aussi l'ADN du magazine, voilà, une approche plus légère, mais en même temps très humaine, assez plaisante, je dois dire, de Philippe Legrand sur certaines destinations. Et une autre conférencière que je sais qu'ici, certains connaissent entre vous, qui a déjà voyagé avec Chantal Forest, ici. Voilà. Certains d'entre vous, c'est une de nos conférencières, directrice de croisière aussi, parfois qui voyage à nos côtés, hein, chez Voyage d'Exception, qui fait de nombreuses destinations. Et voilà, qui est docteur en archéologie, qui a un savoir véritablement encyclopédique et qui pourra vous partager aussi, qui a une vraie réflexion, une vraie analyse sur certains sujets. Moi, je trouve ça assez intéressant de voir ce que peut offrir aussi ces conférenciers spécialistes dans la croisière, notamment parce qu'elle apporte quand même, elle sait ce que les passagers attendent. Elle a une approche qui est très proche de notre clientèle. Et en général, ces conférences plaisent énormément. Donc, vous pourrez voir sur les brochures les différents sujets abordés plus précisément par les différents intervenants. Une dernière chose aussi, c'est que cette croisière a une particularité, je terminerai là-dessus, c'est que vous avez un pré-séjour et un post-séjour, ce qui se fait assez régulièrement. Mais là, ce sont des pré- et post-séjours qui sont assez courts, plutôt 24-36 heures, et qui vous permettent de faire durer le plaisir, aussi bien à Singapour qu'à Hong Kong. Alors, le pré-séjour à Singapour vous permet de prendre de la hauteur et d'aller prendre un verre, notamment sur ces grandes chaînes d'hôtels, et d'aller sur ces grandes chaînes d'hôtels qui dominent la ville, mais aussi vous pouvez aller visiter ces grands arbres particuliers, les grands jardins botaniques aussi de la ville, vous faire découvrir aussi d'autres aspects de la ville que faire durer un peu plus le plaisir à Singapour, ce qui était très agréable, je dois dire. Et à Hong Kong aussi, là où vous sortez de la grande ville de Hong Kong pour partir dans la jungle un peu de l'île, où vous allez vous rendre dans un grand temple bouddhiste, loin de la ferveur et loin de Hong Kong, pour découvrir aussi un Hong Kong plus insolite, plus calme, plus religieux. Ça a été un très très beau moment aussi. Je dois dire que ces deux extensions rajoutent un peu plus. Elles permettent aussi de moduler votre voyage en fonction de vos envies. Donc n'hésitez pas à regarder ça d'un peu plus près. J'ai dépassé le temps qui m'était imparti, mais c'est comme ça aussi hein, quand on fait un métier qui est aussi fascinant que le mien. Je dois dire que j'ai beaucoup de chance de faire cela. Je vais donc vous libérer. Si vous voulez, je laisse la parole à Caroline pour vous donner la fin du programme. Et mesdames et messieurs, merci de m'avoir écouté.